à la Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S, Esports au pluriel. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat de Twitch si vous êtes là en direct. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du podcast. Et comme vous le savez, sûrement rendu là, on reposte une des questions sur les médias sociaux d'Able Esports. Pour vous entendre, venez interagir, donnez-nous vos opinions. Vraiment, le but de tout ça, c'est de faire jaser la communauté. Le plus qu'on parle de nos projets, le plus qu'ils vont rayonner et le plus de monde vont rentrer dans notre scène et créer des opportunités pour tout le monde. Bon, sans plus tarder, merci d'être parmi nous. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous, moi, de retour, Mille, VP développement des affaires et cofondateur chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léonin est de retour, président de la Fondation des gardiens virtuels, administrateur chez UQAM Gaming, chargé de cours, si je ne me trompe pas, dans le programme ou le micro-programme eSports de l'UQTR, anciennement administrateur chez la FQSE, ex-fondateur de Boreal Esports, bien d'autres projets en eSports au Québec, un des OG de la scène. Stickman, nouveau arrivé, mais qu'on connaît bien si on suit la scène Rocket League, caster et animateur des diffusions de Rocket League Québec ou RLQC, ainsi qu'animateur du podcast de la RLQC. Zoa, aussi nouveau arrivé, fier représentant de Gaming et hôte du podcast sur les Inside de Rocket League au Québec, donc vous pourrez aller regarder ça aussi. Ancien admin de la RLQC, connaît bien Stickman, ancien fondateur de Onyx Esports, ancien joueur chez les Grizzlies et Team Nobu à Rocket League, bien entendu. Messieurs, merci d'être là ce soir. Un peu plus tranquille ces dernières 2 semaines, je vous dirais, sur le front des nouvelles de sport électronique québécoise, du moins que j'ai vu passer. Je dirais que depuis la fermeture de Victorin Valors puis de l'arrivée de l'été, j'ai comme l'impression que personne ne semble réellement venir combler le trou que ces organisations-là ont laissé en termes d'activité. Je sais qu'Alpha One prennent de plus en plus de place sur le volet compétitif. On va parler justement d'une de leurs teams ce soir, mais nos entre guillemets usual suspects en bon français semblent pas rapidement se réveiller de leur hibernation de gaming de l'été. Avec le retour de l'école et la fin de l'été qui s'en vient, peut-être on va revoir un peu plus d'activité dans les prochaines semaines. Je sais pas si vous avez des commentaires sur la scène actuelle de e-sport québécoise ou si vous voulez que je me lance tout de suite dans les sujets. Je vous laisse réagir si vous voulez. Ou sinon, on passe au lunch idéal. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire en fait, là, à moins que... Est-ce que vous croyez dans le summer down des gamers, genre? À 110%, parce que même avant là je parle avant, les clans fermaient dans pour l'été. Dans mon temps! Genre, comme littéralement, les clans fermaient pour l'été, puis même Boreal, on arrêtait nos activités l'été, puis c'était on revient à l'automne, puis c'est la saison forte, puis il y en avait qui fermaient complètement, puis que tu peux même pas te connecter à leur TeamSpeak ou à leur Ventrilo, puis on revient à l'automne. Le bon vieux Ventrilo, j'ai oublié de ces jours-là. Mais ouais, je pense que c'est sûrement le cas, là. Il y en a quand même que j'étais un peu surpris. Genre Vexo, je pense que j'ai pas vu de post de eux depuis genre la mi-août. Je vois plus leur équipe de CS dans les standings d'ISA. On se rappellera, ils ont délaissé leur équipe de Québécoises qui sont maintenant chez Alpha One en faveur de leur équipe américaine qui semble jouer sous la bannière de Reign maintenant. J'ai pas non plus vu leur équipe de Valorant depuis la fin juillet. Ducky, ils ont leur équipe de CS, mais pas tant de content, ou du moins pas à ce qu'on est habitué à voir. Il y a juste la RLQC qui continue à lancer leur projet. On a la coupe RLQC, la 2e saison qui vient de commencer avec le Qualifier la semaine dernière. Donc, anyway, je pense que c'est sûrement le cas. Donc, j'espère que le mois de septembre, octobre, novembre, d'ici la fin de l'année, ça va reprendre. Puis, j'espère que ça va être le cas. Et même à RLQC, je veux dire, ouais, on n'a pas fait l'été. On n'a pas fait grand chose à vrai dire. Là. Il y avait juste le podcast qui se passait une fois par semaine. Écoute, c'est déjà ça.
Mais oui, c'est ça, tu l'as mentionné. Ça commence. La Coupe RFC, ça commence mardi prochain. Et on retourne sur notre horaire habituel du mardi puis du jeudi. Donc, ça va, au moins du côté de Rocket League, il va y avoir quelque chose. Côté CSGO puis Valorant, je suis moins au courant. En fait, beaucoup moins au courant. Je suis un peu CSGO pour Ducky Sports parce que c'est diffusé sur la chaîne de Solbo, qui est un de mes collègues. Donc, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Fait que... Ouais, ben moi j'arrête pas de le dire. J'espère que le monde font un peu ce que vous avez fait à Rocket League, mais dans d'autres jeux. Là. On verra si ça va arriver ou pas. Mais bon, on va commencer avec des vrais projets, même pas des vrais projets, des vrais événements qui se donnent. Donc, pour la première nouvelle de la soirée, vous en êtes fort probablement déjà bien au courant, le LAN JDL aura lieu ce week-end. Donc, la 6e ou la 7e édition du LAN JDL, je ne me souviens plus, aura lieu du 2 au 4 septembre au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Le LAN JDL, c'est un rassemblement, un moment de connexion pour les gamers québécois depuis sa naissance en 2016. C'est un LAN qui est beaucoup centré sur le streamathon, donc qui vient en aide à la cause de prévention du suicide. Geoffroy Noël, un des administrateurs du LAN JDL, a dit, et je le cite, que pour eux, il a été aussi important d'inculquer de saines habitudes de vie et de jeu aux participants, ce qui est possible de faire grâce à leur partenariat avec la Fondation des gardiens virtuels que, bien entendu, Lionel connaît très bien en tant que fondateur. L'année passée, l'événement avait récolté près de 75 000 $ pour l'Association québécoise de prévention du suicide et la Fondation des gardiens virtuels. Si j'ai bien vu, en 2020, fait que l'année encore avant ça, c'était une somme d'un peu plus de 16 000 $ au bénéfice de l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, quand même, toute une montée en termes de chiffres entre 2020 et 2021. Cette année, la totalité des fonds amassés lors du week-end pour les streamers invités iront au profit de la Fondation des gardiens virtuels. Il y a un peu de, je veux pas dire drama, mais bon, de discussion sur le point des coûts couverts par le LAN pour les streamers invités. On en a discuté sur notre podcast la semaine dernière. Une bonne discussion aussi sur le podcast de Mordred vendredi dernier pour ceux qui ont écouté et bien entendu les différents flux de Twitter. Mais vraiment, à moins que vous voulez partager vos commentaires là-dessus, j'aimerais peut-être focuser sur vraiment le positif de l'événement, un super bel événement à chaque année. Léonin, justement, les fonds vont au bénéfice de ta fondation des gardiens virtuels, comme je viens de mentionner, et t'aide l'organisation de l'événement aussi. Je pense que tu as dit que tu étais justement là aujourd'hui, même si tu te souvenais déjà plus, c'était quoi le nom de Saint-Apollinaire. Je sais pas si tu as quelques mots à partager sur l'événement, sur l'organisation, sur le but du Streamathon. Puis bien entendu, Stickman puis Zwa, on aimerait vous entendre aussi. Je pense. Ouais, vas-y. Ok, je sais pas, Léonin. Il était mute. Je suis mute. C'est ça. Parfait. Ok. Ouais. Non, c'est ça. Parce qu'il y a des feux d'artifice. Au début, je n'étais pas sûr si c'était des coups de feu ou quelque chose, mais quand il y a eu les petits. Ça fait bon, quelqu'un qui s'amuse dans le parc d'en face. Donc, oui, qu'est-ce que je disais, c'est le LAN JDL. Définitivement, j'aime beaucoup la mentalité. Là, sur la date exacte de sa création puis du format, c'est à discuter. Puis les vins et tout. On en a parlé longtemps, mais bref, j'adore l'ambiance, c'est vraiment communautaire. T'arrives là-bas pour avoir du fun. C'est le dernier LAN que j'ai fait en tant que participant. Puis j'avais été tout seul complètement. Puis à la fin de la journée, à la fin de semaine, je connaissais plein de monde parce que tu participes à des tournois amicaux. Les équipes sont faites sur place. Puis t'as juste du fun. Puis pour l'aspect streamathon, ça c'est la 3e édition cette année. Puis ça va juste être mon goal. Donc à regarder directement. Sais-tu combien de streamers ont été invités? Dans le fond, il y a 2/3 aspects. Il y a parce que le LAN JDL avant c'était 100% de la salle. En ce moment, ça a été coupé en deux. En fait, l'année passée, ça a été uniquement
des streamers. Puis là, cette année, ils ont fait le même setup que l'année passée, mais avec le LAN. Donc, c'est une espèce d'hybride entre le Streamoton et le LAN JDL. Puis, c'était 2 gros cercles, que c'est 50 streamers, je me trompe pas. Mais il y en a qui participent aussi à distance. Puis il y en a qui sont pas dans le cercle, puis qui sont assis où est-ce que le monde, que le LAN est. Ok. Quand même, c'est beaucoup de streamers en même temps à la même place pour une bonne cause. Nous, chez Bull, on avait fait une levée de fonds à juste les 7, 8 ou 9 streamers qu'on a chez nous plus tôt cette année. Puis on est quand même allé ramasser un 5000$ pour Centraide. Fait que pour vous, j'ose croire que ça va être un beau week-end pour les gardiens, la Fondation des gardiens virtuels. Stickman's, est-ce que vous êtes déjà allé à cet événement-là ou non? Pas de temps, c'est pas compétitif, right? Moi, je suis jamais allé. J'ai juste été au DreamHack puis au LAN ETS depuis les dernières années, mais j'ai été, par exemple, sur Discord. Là. C'est quoi, c'est un LAN qui est un peu plus axé sur le streaming en tant que tel que... Ouais, il n'y a pas de compétition officielle. C'est sûr qu'il y a des petits tournois qui se donnent communautairement une fois que tu es sur place, mais oui, c'est plus un LAN casual, mais en même temps, maintenant, depuis quelques années, très focusé sur le streamathon, sur une levée de fonds. Ouais. Je peux quand même acheter des billets et y aller. Ouais, mais le Streamoton, il a été créé au beau milieu du COVID, fait que le LAN ne pouvait pas avoir lieu de toute façon. Là, c'est la première année que c'est un hybride en T2, mais dans le fond, les tournois, tu vas pas là avec ton équipe. Puis, exemple, le samedi matin, tout le monde joue à Ligue. Après ça, le samedi après-midi, tout le monde joue à Valorant. Puis, tu t'inscris au tournoi que tu veux participer. Puis tu mets ton niveau de je suis un pro à je viens d'installer le jeu. Puis ils font des équipes sur mesure avec tout le monde qui sont inscrits. Fait que ça fait que tu joues jamais avec les mêmes personnes. Puis c'est des équipes qui sont balancées. Puis il n'y a pas de. Comme quand tu gagnes un prix ou quelque chose, à chaque fois que tu participes à un tournoi, 100% des prix de participation. Fait juste le fait de participer à l'activité, fait que tu gagnes ou non, tu peux gagner des prix. C'est quand même cool comme concept, quand même. Ouais, ça fait changement un peu. Et moi, je trouve que juste les causes, en fait, derrière ça, je suis allé lire un peu tantôt parce que moi, personnellement jamais entendu parler de ce LAN-là. Probablement parce que c'est dû au fait que je suis complètement à 2 heures de distance. Même les maisons familiales est à Bel-Air, dans la Rive-Sud. Mais le fait pour la prévention du suicide, puis la Fondation des gardiens virtuels, là, je trouve vraiment que toutes les idées de Donaton, Streamathon, appelez ça comme on dit, Téléthon, tous ces trucs-là, moi je trouve que il devrait en avoir beaucoup plus. Parce que c'est pour des excellentes causes, puis ça permet de redonner au suivant également. Ouais, moi j'adore, puis je l'ai dit souvent, j'adore le fait de pouvoir combiner nos passions pour le gaming, le streaming, la communauté Twitch Québec, e-sportive québécoise, avec le fait de supporter des bonnes causes, de parler de sujets qui sont, selon moi, pas assez souvent discutés. Une réalité criante que beaucoup de jeunes, beaucoup de gamers, même s'ils sont pas jeunes, ont des problèmes, ne savent pas à qui parler, se referment sur eux-mêmes. Puis je pense la fondation, puis ça fait depuis longtemps que Able, on travaille un peu avec vous autant qu'on le peut, mais la fondation a un beau but de faire ça d'aider ce monde-là dans un environnement où est-ce qu'ils se sentent à l'aise, où est-ce qu'ils se sentent prêts à parler, à discuter de sujets qui sont tabous. Là. Pas tout le monde, ou la plupart du monde, sont pas à l'aise de discuter de leurs vrais problèmes dans la vie. Puis des fois, on les voit même pas comme des vrais problèmes, mais ça l'est, aussi gros, aussi petit que ça peut être, c'est toujours bien d'en parler. Fait que très très cool de supporter ça. J'ai vu que Léonin a mis dans le chat justement le lien à la levée de fonds sur Funky. Funky, une plateforme québécoise, si je me trompe pas, que nous aussi on a utilisé de levée de fonds. Très très cool comme plateforme. Si jamais vous faites des levées de fonds, quelque chose à aller voir, les gens là-bas sont très très cool aussi. Puis ça marche super bien. Donc
Ouais, allez supporter si vous n'êtes pas là en personne. Je pense qu'il reste encore des billets visiteurs si vous voulez aller en personne. Je sais que Stickman t'a dit que c'était à 2 heures. 2 heures, c'est pas si loin. Mais vous pouvez y aller en personne. Sinon, comme Léonin vient de le dire, il va y avoir plein de Twitch ce week-end sur cette affaire-là. Honnêtement, si vous suivez les streamers québécois, ça va être très surprenant si vous en suivez qui vont pas être impliqués dans cet événement-là. Donc, profitez-en pour supporter en étant dans les chats ou monétairement si vous pouvez, bien entendu, autant que vous pouvez vous le permettre. Je sais pas, Léonin, si tu avais d'autres choses ou les deux autres d'autres closing words sur ce sujet-là. Ça a été dit. Tu vas être en personne, Léonin? Oui, oui, puis comme je serais là encore en ce moment en train d'aider au montage, ça serait pas que j'ai ma fille à temps plein à cette heure puis qu'il fallait absolument que je revienne à Longueuil. Puis il fallait que tu fasses notre podcast, donc. Aussi. En fait, comme si ça serait de ça, j'aurais sûrement fait de là-bas. Ah, ça aurait été encore mieux. Ouais. On aurait pu voir la place, un petit sneak peek. On passe d'un événement à un autre, pas un événement québécois en tant que tel, mais un événement canadien. On reparle de nouveau cette semaine du Bell Esports Challenge. Les finales ont eu lieu le week-end dernier à Toronto lors du Fan Expo. Pour ceux qui sont toujours pas au courant, le Bell Esports Challenge, ça consistait en une série de tournois canadiens organisés par Bell et DreamHack Canada. Il y avait donc un tournoi de Call of Duty Vanguard, de Rocket League et Valorant. On avait parlé du fait que sur Rocket League, 3 des 4 équipes, si je ne me trompe pas, qui s'étaient qualifiées pour les finales étaient québécoises et que 2 des 4 équipes sur Valorant l'étaient aussi, à savoir Alpha One et Parabellum pour Valorant. Les gagnants des tournois ont donc été 705 Esports ou 705 Esports pour Call of Duty, We Them Boys pour Rocket League et The Puck Gods sur Valorant. Donc malheureusement, à moins que je me trompe, c'est la seule équipe non québécoise qui a gagné le tournoi de Rocket League. Ils ont battu The Dudes en finale, donc l'équipe de Snow, Fluby et Tokyo. Moi, j'étais là en personne, puis c'était dommage. Du côté de Valorant, les 2 équipes québécoises ont perdu en première ronde, donc Alpha One et Parabellum. Parabellum ont terminé 3e après avoir gagné l'affrontement québécois en Consolation Finals. Donc, même si statistiquement, on avait des bonnes chances d'avoir les premiers prix, ça n'a pas été le cas. Vanguard, il n'y a pas eu de Québécois, à moins que je me trompe. On a parlé de ces tournois à plusieurs reprises dans les dernières semaines, et vraiment les 2 conclusions étaient pas mal souvent que numéro 1, c'est vraiment cool que Bell s'investisse davantage dans l'espace et crée des tournois exclusivement canadiens, mais que numéro 2, il semble pas y avoir l'attraction et le viewership que l'envergure de ce genre d'événement devrait apporter, selon moi et selon les gens qui en ont parlé sur le podcast ces derniers temps. Donc, je sais pas si vous avez des réactions, des commentaires, messieurs, sur le tournoi. Si vous l'avez écouté, je sais qu'à RLQC, vous étiez impliqué même au niveau du tournoi de Rocket League. Ou si vous voulez parler un peu de comment vous voyez ça, est-ce que Bell devrait continuer ce projet-là? Est-ce qu'il en ressorte autant qu'il en devrait? C'est quand même une des premières éditions, je pense 2e, peut-être 3e année qu'ils le font. Mais je vous laisse réagir. Ben, je sais for sure que ça fait au moins 2 ans. Parce que l'année passée, c'était le Bell Esports à la maison. Un peu comme qu'est-ce que LAN ETS avait fait. Mm-hmm. Et if I remember correctly. Mais tu sais, pour ce qui est de ce qu'il devrait avoir plus de traction, oui. Mais je pense que, à moins que moi, je vois absolument pas sur mon Twitter, mais Bell ne font presque ou pas de tweet, comment je pourrais dire ça? C'est ça, de marketing, tandis que moi je vais parler pour RLQC, parce que c'est nous qui l'avons organisé. M'a utilisé le pronom nous. C'est clairement pas moi, c'est exclusivement Wearer. Mais je fais partie de cette organisation-là, donc j'ai pas le choix de dire non, le nous. Mais tu sais, c'est Wearer puis c'est RLQC qui faisait des posts à propos de pousser l'enveloppe et amener le plus de participation possible. Puis, d'où le fait sûrement qu'il y avait 3 sur 4 équipes québécoises. Il y a dû y avoir beaucoup d'équipes québécoises qui ont compétitionné. Là. Ouais, puis je crois que, à moins que je me trompe, mais je crois que les gars de We Them Boys ont aussi pogné ça à travers RLQC, parce que ces 3-là, c'est pas la première fois qu'ils participent à nos tournois. C'est
Zoa, tu me corrigeras, mais c'est-tu encore les anciens gars d'Alpine? Il y a tout ça? Je pense que Cream, c'était leur sub, puis Jordan, c'était un des 3 gars partants d'Alpine. C'est des anciens pros, là? Ces joueurs ils ont rentré à LCS à la dernière saison quand ils ont changé le format, dans le fond. C'est ça, exact. Mais je crois qu'ils ont rentré à travers ça. Puis ça démontre. Par contre, ça démontre le niveau qu'on a de Rocket League au Canada. Là. Je veux dire, ça, c'est impressionnant. Puis même si on va encore plus localement au Québec, et tu l'as dit, 3 équipes ont fait partie des qualifying. Puis je pense qu'il y en avait. À travers les 2 qualifiers, je pense qu'il y avait une vingtaine d'équipes. Une vingtaine, une trentaine. Donc, tu sais, c'est. Dans les chiffres de Rocket League, en théorie, c'est bien. C'est juste que. Ça, c'est peut-être juste un travail de les participants qui hypaient le tournoi, puis c'est RLQC qui hypait le fait qu'ils organisaient le tournoi. Mais parce que le viewership est pas élevé, right? Moi, j'étais sur Twitch, puis il est moins élevé que votre tournoi. Absolument pas. Valorant, même chose, il est moins élevé que notre tournoi, il est moins élevé que le tournoi à Léo Vinci qui a fait ça, pas sur le coin d'une table, il s'est bien pris, mais tu sais, son premier tournoi de Valorant, il y avait 200 viewers, il l'a fait juste en français, vous faites en français, on fait en français, on se limite notre pool de viewers, on a une fraction de l'investissement qui est mis là-dedans, puis je sais pas. Mais à vrai dire, le stream de Bell Canada était en anglais. Oui, je sais. Ils vont pas le faire en français, puis ils veulent pas le faire en français, puis ils vont jamais le faire dans les 2 langues. C'est ça qui m'a été dit très carrément. Puis c'est correct, ça peut être leur décision. C'est pas ça que ce que je veux dire, c'est exactement. Ils sont en anglais, ils ont un viewership potentiel plus large, mais ils sont pas capables d'aller le chercher. Il y a un bon 30 000 en prize pool, puis encore minimum un autre 20 000 qui a été payé pour cet événement-là. Là. Ils ont payé un énorme stage, vraiment super beau Tier 1 au Fan Expo. Moi, j'y étais en personne. Ils ont payé les casters, les avions de tous les joueurs, les hôtels, les taxis. C'est vraiment, c'était du Tier 1, là. C'était incroyable. Moi, j'étais à l'événement, je donnais une conférence sur le e-sport au Fan Expo avec Babin, fondateur de Mirage, Chris, fondateur de Parabellum, puis Léo Vinci, justement. Puis, tu sais, on a parlé à Colin de Bell, qui est à la tête de ces événements-là. Il a dit, écoutez, la philosophie de Bell, c'est d'être dans les événements Tier 1. Fait que le LAN ETS qu'on sait qu'ils supportent, qui, on s'entend au Québec, au Canada, un des plus gros LAN, donc très cool. Et le Bell Esports Challenge, qui est comme leur initiative. Puis moi, je lui ai demandé, très franchement, t'es-tu satisfait des résultats en termes de viewership, en termes de participation? Puis il a quand même dit oui. Surtout au Fan Expo, il est content qu'ils sont dans un... Fan Expo, c'est comme un Comic-Con. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Eux, ils sont au plein centre. Mais après, moi, j'étais là pendant une journée. Puis je me suis promené. Puis c'est tous des trucs que j'adore. Les animés, les comic books, les bandes dessinées, le gaming. Genre, tout ça, c'est des choses que j'adore. Mais ça se perd là-dedans. Là. Même avec un huge stage comme ça, t'as du foot traffic, mais c'est pas du monde qui sont intéressés par les... Tu sais, c'est pas des fans de e-sport. C'est du monde qui sont là parce qu'ils aiment Dragon Ball ou whatever, ou Death Note. Puis ils sont comme, il y a un gros stage, il y a des chaises, je vais m'asseoir, je vais regarder un peu, mais je suis pas certain que c'est le public que tu veux aller chercher. Comme, avec un investissement comme ça, j'ai l'impression que tu veux être front and center, c'est notre événement, faisons quelque chose e-sportif. Puis c'est là un peu que j'étais un peu weird. Moi, je lui ai dit... Puis il a été honnête. Il a dit, on a du problème à aller chercher du grassroots, puis on a du problème à aller chercher les communautés. Puis c'est pour ça qu'ils ont travaillé avec vous à RLQC, puis je pense que c'était le bon move. Vous êtes capable d'aller chercher cette communauté-là. Nous, on est un peu capable sur le Valorant québécois. Puis je pense que c'est plus ça qu'il faut qu'ils aillent faire, selon moi. Parce que le faire eux-mêmes corporatif, tu l'as dit, ils le partagent pas sur Bell. DreamHack le partage un peu, mais... Ils n'ont pas tant de following, ils mettent des posts, puis c'est quoi, j'ai genre des 9, 6, 7, 8 likes. Puis après, il y a eu des équipes qui ont payé leur hôtel. Parabellum, là, l'équipe québécoise, ils ont payé leur hôtel, leur avion. Les gars ont joué 2 best of 3, ils n'ont pas été streamés une fois, puis ils n'ont pas été sur le stage une fois. Fait que c'est un peu weird quand même.
les pauvres gars qui sont allés à Toronto puis ont un peu eu la chance de jouer sur le stage, même si on finit 3e. Mais bon, je pense que c'est très très cool comme événement. Je pense que ça pourrait être mieux, puis ça va sûrement l'être avec les années, mais j'espère qu'ils vont commencer à travailler plus avec les communautés comme ils l'ont fait avec vous cette année. Je sais pas, Léonin, Zoa, ça va être des... Ben, c'est quand même drôle parce que la fois tu as répondu à la question que j'avais, c'est si il aurait fait comme le Intel Master. Puis je pense que c'était la dernière fois que j'étais au podcast, ou en tout cas, je sais pas quand ça en était parlé de justement, tu le mets au bon milieu de la salle, fait que de facto, tu as des belles photos parce que ta salle est pleine puis tu as plein de spectateurs, mais c'est juste parce que c'est les seules places assises puis que le monde. J'ai l'impression qu'il y a moins de 1%, sinon 0, de gens qui sont allés au Fan Expo, qui ont payé un billet du Fan Expo à cause du Bally Sport Challenge. Ah, c'est ça mon problème. Ça, c'est clair à 100%, mais quand que eux vont voir IOP, qui font comme on est tier 1, puis là ils montent les photos, le font. Les 50 sièges qui étaient là étaient full. Ok, fine. Non, mais c'est ça, c'est comme. Ils veulent être tier 1, puis ils poussent trop le on est tier 1, mais n'importe qui sait vraiment c'est quoi, c'est pas du tier 1. Là. C'est pas des price pools qui fait que tout d'un coup, tu deviens tier 1. Ben, c'est ça. Après, ils me demandent penses-tu que on devrait augmenter le price pool pour aller chercher plus de gens, ou est-ce qu'on devrait ouvrir à genre, tu sais, les équipes doivent être 3 sur 5 Canadiens, puis le reste non Canadiens. Je suis comme, man, je peux pas croire que tu penses que t'es déjà au potentiel sur un marché canadien avec 50 000 $ d'investis de viewership. Ton problème, c'est pas que c'est des joueurs canadiens puis ils n'ont pas de joueurs américains. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas Cloud9 dans ton tournoi. Nous, avec 500 $ en price pool, puis je pense, tu sais, RLQC, votre coupe, c'est quoi, 2000, 3000, je me souviens plus. C'est 2800. C'est ça, fait que genre 3000 $, il y a plus de joueurs et il y a plus de viewers. Tandis qu'il y a moins d'investissement, de loin. Fait que, je sais pas, il y a un gros potentiel dans ce marché-là, il faut juste aller l'exploiter. Puis je pense que c'est par l'entremise de communautés existantes. C'est pas par le fait que Bell met un post une fois ou 3 mois. Là, ben c'est ça, tu l'as touché là, un peu, là, le point de communauté. Là, moi, je vois de façon d'un spectateur là, qu'est-ce qui se passe à RLQC parce que je connais pas nécessairement tout ce qui se trame en arrière-scène, mais qu'est-ce qu'on fait de bien, c'est qu'on est somewhat proche de la communauté. Ouais. Je veux dire, chaque post, on essaie de faire interagir les joueurs, puis on va chercher les joueurs moins bas niveau, peut-être au détriment de justement les bons joueurs qui veulent compétitionner. Ouais. Mais tu sais, on va chercher les communautés, les joueurs plus faibles, puis on leur donne une plateforme pour qu'ils jouent, puis là ça bâtit la communauté. C'est deux poids deux mesures, mais le groupe Facebook qu'on a doit être à 8500, 9000 membres, puis Discord il doit être alentour de 4500 si on n'a pas atteint 5000. Fait que tu sais, si tu prends 5% de ces 5000 personnes-là, ben, tu fais des petites maths rapides, puis c'est quand même un méchant gros chiffre. Là. Fait que, ça, c'est actif. Fait qu'on va être honnête, moi j'aimerais dire que le Québec, on est les meilleurs au gaming au Canada, mais c'est juste pas le cas. C'est pas nécessairement le cas. Mais 3 sur 4 équipes en finale québécoise Rocket League, 2 sur 4 à Valorant. Honnêtement, la seule raison a été parce qu'RLQC ont promu l'événement, fait qu'il y a eu des Québécois, puis nous on l'a promu aussi, fait qu'il y a eu des gars de Valorant. Les deux équipes qui ont été là, c'est des joueurs qu'on connaît, on leur a dit « Hey, il y a un tournoi ». Puis l'année dernière, nos gars de Fortnite ont gagné le tournoi, puis malheureusement, ils n'ont pas eu le prix parce qu'il n'y avait pas 14 ou 15 ans, mais ils ont gagné le tournoi. Personne s'est inscrit. Le monde a vu sur Twitter après que les gars ont gagné, ils sont comme « Oh my God, nos gars sont bons, mais ils sont loin d'être les meilleurs. » Tout le monde est comme « Ah, comment ça, c'est un tournoi que personne n'a vu passer, blablabla. » C'est des prize pools de fou, là. C'est genre 9000$ en argent, un DreamHack, n'importe où en Amérique du Nord, payé l'année prochaine, de ton choix, plus un 2500 pour les avions et les hôtels. Genre, c'est vraiment un prix intéressant, là. Fait que c'est dommage, mais bon, avec le temps, ça va peut-être grandir, mais j'espère qu'ils vont juste prendre les bons
les bons moyens pour le faire. C'est la façon du marketing aussi. Là. Maintenant, en tout cas, Mille, tu dois être au courant, puis Léonin aussi, là, mais ça passe plus nécessairement par un post sur Facebook puis un post sur Twitter. Là. C'est des médias sociaux à la TikTok puis à la Instagram où est-ce que c'est du contenu rapide et tu passes ça comme ça. Ouais, puis c'est constant, c'est pas comment t'as fait un post DreamHack et un tournoi, c'est assez, comme à toutes les, je sais pas trop combien d'heures, il faut rappeler, il faut le faire de façon différente, il faut l'intégrer dans d'autres trucs. Là. Fait que c'est un peu ça que ça prend, ben, écoute, je pense qu'ils sont trop corpos chez Bell, malheureusement, puis c'est normal. Fait que il faudrait push it down là, au monde qui ont vraiment la passion pour ce genre de trucs-là. Il y avait combien de viewers à peu près pour en dessous de 100, genre. En dessous de 100, c'est ça? Ben, c'est sûr, je pense à un moment donné, dans les finales, ils se rendent un peu au-dessus, mais c'est comme entre... Il y avait des moments où c'était 40 viewers, entre 40 et genre 150. Là. C'est un peu étrange, je sais pas, parce que, maintenant, je sais pas si vous avez suivi, en 2018, il y avait... c'était juste pour Rocket League, c'était organisé par Cineplex au Canada, donc c'était le Canadian Challenge. Mm-hmm. Puis c'était un tournoi, c'est ça, là, dans le fond, c'est un peu dans le même principe. Mais il y avait 8 équipes en finale qui s'en allaient justement à Toronto, qui payaient un peu comme le Bell Challenge. Fait qu'ils te payaient l'avion pour te rendre, ils te payaient l'hôtel, il y avait le resto le soir, puis tout, ils te donnaient une carte de 100 visa, puis c'était comme 15-20 000 là, de prize pool là, pour les 8 équipes. Fait que c'était pas si peu qu'à ça quand même. Puis c'était un tournoi qui durait comme 4 semaines au début en ligne. Puis c'est les 8 meilleures équipes qui se classaient. Puis je me souviens qu'il y avait juste streamé les finales. Puis en plus, il avait barré tout ce qui était RLCS, RLRS, donc tout ce qui était pro player, ils pouvaient pas participer à ça. Mm-hmm. Donc c'était vraiment les 8 meilleures équipes canadiennes non professionnelles. Là. Puis sur le stream, je me souviens, il y avait eu, je me souviens plus vraiment, ça fait quand même 4 ans, là, mais plusieurs centaines de viewers, là, c'est définitivement. C'est je sais pas pourquoi. Tu sais, c'était en 2018, là, je veux dire, l'e-sport a évolué d'ici là en plus. Je sais pas pourquoi il s'est bloqué. Tu sais, c'est canadien aussi, les deux, tu sais. Je sais pas. C'est une question de marketing, comme Stickman l'a dit. À 100%. Là. À 100%, parce que avec... puis, je me souviens de l'événement parce que ils ont essayé de faire un événement. C'est quel jeu? Je pense que c'était Just Cause ou quelque chose de même là, qui voulait faire du e-sport avec ça, ou en tout cas comme un jeu bâtard que je savais même pas qu'il y avait un multiplayer. Mais le gros point, c'est quand t'allais au cinéma, t'avais des pubs. Au cinéma, Cineplex, c'était World Gaming. Ou c'est encore. Ouais, c'était World Gaming, c'est ça. Ouais. Ils l'ont fait plus tard, américain aussi, mais la première année, c'était canadien seulement. Puis ça avait quand même bien marché. Oh, ouais, non, mais c'est ça. Comme ils ont mis un budget de marketing, puis ils ont mis de la publicité, puis ils sont arrangés pour qu'il y ait du monde. Ben, c'est tout ce qu'il faut. C'est même pas un gros budget qu'il faut mettre, c'est juste aller reacher le monde qui veulent jouer puis qui veulent regarder, et c'est tout. Puis rendre ça intéressant, tu sais, comme je peux pas croire que en plus tu peux faire un peu plus interactif dans les Twitch chats, je peux pas croire que t'as pas des prix à faire tirer, des je sais pas trop, tu sais, comme c'était juste un peu flat, là, tandis que moi j'étais là à l'event, là, c'était vraiment cool. Genre moi de jouer sur ce stage-là, me faire payer les hôtels, me faire payer mon avion, c'est huge, là, surtout pour tous ces joueurs-là qui sont, tu sais, on s'entend tier 2, peut-être tier 3. C'est vraiment nice comme événement. Fait que le potentiel est là. Moi, honnêtement, la seule crainte, c'est juste qu'ils ne voient pas le retour sur l'investissement. Puis c'est pour ça que je leur ai demandé tout court, parce que je veux pas qu'ils se retirent de cette scène-là. Je pense que le projet est super beau. Des tournois canadiens avec des finales en personne, c'est vraiment le fun. Fait que faut juste espérer que ça grandisse. Là. OK. On a assez parlé de Bell Esports pour la 2000e fois. On va parler de Villainous Union qui annonce un partenariat avec Red Bull Canada cette semaine. Fait qu'on a parlé de Villainous il y a quelques mois quand, un peu après le LAN ETS, quand Chris, un Montréalais, était venu parler à pas mal de gens dans la scène québécoise. Il a annoncé le lancement, ou plutôt le relancement de son organisation e-sportive sous le nouveau branding de Villainous Union. Vous pourrez aller voir nos épisodes précédents pour en apprendre plus si ça vous intéresse. Mais bref, Villainous, c'est une organisation qui a à la tête un Montréalais et d'autres gens, bien entendu, mais qui ne se focus pas pour autant au Québec, ou du moins pas de ce que j'ai pu voir. Ils ont des équipes et des créateurs de contenu un peu partout en Amérique du Nord, et je pense même que leur directeur e-sports et partenariats est basé à Londres, ou du moins de ce que j'ai vu de son Twitter. Bref, on en parle quand même parce que
on le voit pas, selon moi, assez souvent passer des annonces de partenariat ici. Et donc, je tenais à le souligner tout le temps quand je vois passer ça, parce que je trouve qu'il nous manque un peu de business dans le e-sport par ici. Et c'est une nouvelle qui tombe exactement dans ce panier-là. Ça peut rappeler à certains le partenariat qu'avait Victorem avec Red Bull avant que la structure ferme il y a quelques semaines ou même une couple de mois maintenant. Je pense que vous avez des réactions sur cette nouvelle-là. Si vous voulez spéculer, si vous avez des questionnements. Moi, j'en ai une couple, comme à l'habitude, mais peut-être je vais vous laisser. Ben moi, j'ai une question, à vrai dire. Oui. À quel point, pour une organisation, c'est facile d'aller chercher un partenariat avec une compagnie de boissons énergisantes? Parce que, en tout cas, vous, c'est avec Guru, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont associées avec Guru, il y a beaucoup d'équipes qui s'associent avec Red Bull. Ouais, fait que... Vas-y, François. Je peux répondre à cette question-là. C'est le monde, c'est défini partenariat. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même définition de partenariat. Puis, quand c'est par exemple juste des codes de référencement et tout, ou juste des travers, comme le monde va dire qu'ils ont des partenariats, mais pour moi, un partenariat, c'est tu t'es assis avec la personne, puis il y a une stratégie qui s'est mise en place, qui est de l'argent ou non, comme généralement, oui, tu veux qu'il y en ait, mais comme il y a un partenaire qui se fait. Comme la notion de partenaire, c'est pas juste comme je me rappelle plus c'est quoi le nom là, des codes. Affiliate program. Ouais. Comme affilié et partenaire, pour moi, c'est deux choses séparées. Ouais. J'ai le feeling que dans leur cas, c'est un affiliate qu'ils ont. C'est dur à vérifier parce qu'ils n'ont pas de site web, puis ils n'ont pas de communiqué de presse, puis ils n'ont pas rien. Guys, c'est gratuit des communiqués de presse, vous pouvez en envoyer, puis c'est la meilleure façon d'avoir de la visibilité gratuite. La preuve, le premier article qu'on a parlé, c'était l'ANJDL, un article d'RDS, puis comment ils ont eu l'information, c'est un communiqué de presse qu'on a envoyé. Vous l'avez envoyé, c'est clair, ouais, c'est ça. Ça, c'est un très bon commentaire, puis je pense que c'est une bonne pratique à avoir. Nous aussi, on essaie de le faire, puis je pense qu'on le fait assez bien. À chaque fois que vous avez un partenariat ou vraiment un événement ou quelque chose que vous voulez faire rayonner, c'est toujours intéressant d'avoir un communiqué de presse, même si c'est pas long, même si ça en dit pas tant. Mais justement, ça vous fait paraître, plus professionnel, puis deux, ça fait rayonner la nouvelle un peu plus. Ici, je pense pas que c'est un affiliate. De la façon que je connais Red Bull, je pense pas qu'ils font beaucoup d'affiliate programmes. Je pense que c'est un partenariat, mais non monétaire. Donc, il a fait affaire avec Red Bull Canada, qui ont des bureaux ici à Montréal. Donc, j'imagine, vu qu'il est à Montréal, la connexion était bonne, puis c'est peut-être même fait au LAN ETS où est-ce que je sais Red Bull donnait des cartes un peu partout. Red Bull sont très cool, ils sont très prêts à backer des projets qui sont au moins ont de l'air semi-sérieux, ce qui est le cas de Villainous, ce qui est le cas de Victorem. C'est difficile d'aller chercher des budgets monétaires de Red Bull. Ils sont très prêts à donner beaucoup de produits. Ils sont plus pour le monétaire dans les événements. Puis là, je parle d'expérience. C'est mon expérience, ça se peut que je me trompe, mais j'ai été commandité par Red Bull il y a longtemps quand j'avais mon club de ski universitaire. Puis on leur a parlé quand on parlait à Guru aussi il y a 2 ans. Ils sont plus dans l'événementiel en termes de budget. Fait que le LAN ETS, probablement qu'il y a un budget. Sinon, je serais surpris s'il n'y en a pas là-dedans. Mais au niveau de Villainous, je serais surpris pour un premier partenariat qu'il y en ait ou pas. Je parle à Chris de temps en temps. Moi, je pense qu'un communiqué de presse aurait été très utile. Et je lui ai dit, quand on s'est parlé après le LAN ETS, si jamais tu veux commencer là, puis tu veux aller à du monétaire éventuellement, ben il faut faire des rapports à ce monde-là, puis leur démontrer que le partenariat en vaut le coup. Fait que pour répondre longuement à ta question, Stickman, je suis d'accord que Léonin, ça dépend de ta définition de partenariat. Aller chercher un affiliate, c'est pas que n'importe qui peut le faire, mais c'est beaucoup plus facile. Les organisations que tu as nommées qui sont affiliées à Guru, puis il en reste plus tant que ça, c'est des affiliates, c'est même pas des partenariats dans le sens qu'ils ne reçoivent pas des caisses gratuites. Puis même les affiliates, je pense qu'il y en avait qui ne recevaient même pas un pourcentage, il y avait juste un code discount. Les vrais affiliates, tu vas recevoir un pourcentage. Quand tu vends des caisses, tu vas recevoir un peu d'argent en retour. Fait que ça, c'est le premier niveau.
Le deuxième, c'est, je pense que Villainous a ici avec Red Bull, où est-ce qu'ils vont fournir des caisses à leurs joueurs, ce que Victorem avait. Et le troisième niveau, ben, c'est qu'il y a un budget, puis il y a de l'argent qui est payé, parce qu'on s'entend que c'est du marketing. Vous leur faites du marketing. Est-ce que vous en faites assez que ça vaut plus que juste des canettes? Peut-être pas en premier, mais il ne faut pas perdre de vue que vous leur offrez quand même une visibilité qui a une valeur. Donc, pour se rendre à ce niveau-là, c'est plus difficile. Les organisations québécoises sont pas très bonnes pour le faire, du moins historiquement, mais ça se fait. Puis on verra si Villainous vont pouvoir se rendre là. Mais Red Bull, ça te donne de la légitimité aussi, là, pour pouvoir dire que tu es partenaire avec eux. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis... vas-y. Vas-y. Wow, ok, ben, voyons. Je vais y aller. Les joies d'être en... Ouais, qu'on veut tout être trop poli. Exact. Comme, je pense que ça doit être pas juste un affilié, parce que de mémoire avec Red Bull, tu peux pas annoncer que t'es affilié. Non. Sont très, 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 très sévères. Ben, comme, à moins qu'ils le sachent pas puis qu'il va se faire. Moi, j'ai même jamais vu des affiliate codes sur Red Bull, puis ça se peut que je me trompe, là, mais je pense pas qu'ils sont beaucoup là-dedans. Non, puis même, tu sais, avec UQAM Gaming, ils nous ont approché, puis c'était vraiment stipulé que peu importe ce qu'on soit, il faut absolument pas qu'on dise, c'est ça. Là. Tu peux pas faire d'annonce, tu peux pas. Évidemment, ils sont très intéressés à ce que tu prennes des photos avec les produits, mais même à ça, ils disaient comme c'est pas obligatoire, puis comme ils veulent juste que le monde en boive. Ben, c'est ça leur conversion, right? Eux, ils bankent sur le fait que si tu vas essayer leurs produits, surtout dans des moments le fun, tu vas avoir une bonne association avec le goût et le feeling que ça te donne, fait que tu vas aller en acheter, ce qui est une très bonne pratique. Puis on s'entend, vous et moi, les marges de profit sur des produits comme ça sont excessivement grosses. Fait qu'ils peuvent se permettre de donner des produits gratuitement, parce que c'est en effet leur budget marketing est beaucoup là-dedans. Nous aussi, quand j'étais à mon club de ski, ils nous donnaient des caisses, mais on pouvait pas afficher leur logo. Ils aiment beaucoup se brander, un peu comme Bell, sur du Tier 1. C'est très difficile de même aller acheter des vêtements Red Bull. Ils sont assez proches de leur branding, puis je pense que c'est une bonne pratique. Mais c'est cool de voir Villainous à un niveau déjà un peu plus élevé que juste des canettes sans plus. Ouais, ben c'est ça, là, c'est que je trouvais... Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je vois une nouvelle organisation apparaître, genre, ou que je vois des orgs qui sont déjà établis, on dirait qu'il y a tout le temps une association of some sort avec une boisson énergisante. Et ouais, c'est un peu un classique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça que je me pose comme question. C'est pour ça que je me pose la question. À quel point que c'est facile d'aller chercher, comme vous avez mentionné, soit un code de référence. Si t'es semi-sérieux, tu sais, comme tu peux te faire... Ça dépend des brands. Genre, Red Bull, c'est un peu plus difficile. Guru, c'est pas si évident non plus. Mais tu sais, il y a des brands qui sponsorisent tous les joueurs et les organisations e-sportives, puis tu sais, c'est pas un sponsor, là, c'est un affiliate code. Tu sais, là, je pense je sais pas, c'est quoi ceux qu'on voit partout, genre Glitch, Energy, Rogue, Energy, G-Fuel, on les voit beaucoup aussi. Mais je pense que c'est juste un classique aussi, parce que le monde se dit, je vais aller chercher ça en premier parce que tout le monde le fait. Moi, j'aime voir des partenariats un peu plus créatifs. On avait vu, je me souviens plus trop qui, une organisation québécoise, puis on en avait parlé sur le podcast, qui était allé chercher des rolling papers, tu sais, au lieu de energy drink. Fait que j'ai trouvé drôle puis intéressant. Fait que, il y a des trucs à faire, mais c'est sûr que le low hanging fruit, c'est les compagnies qui ont des produits à donner ou des affiliate codes à donner, puis c'est dans leur marketing. Ouais. Comme si tu vas avoir des produits de boissons énergisantes, n'importe quel, comme si tu préfères un barbecue chez toi, puis faire une demande, puis quasiment l'avoir. C'est ça. Exact. Côté produit, c'est ridicule à quel point qu'ils en donnent. Parce que justement, toute leur stratégie de marketing, pour la majorité des compagnies, se base là-dessus. Puis il y a du monde qui sont payés à trouver des... Toutes les universités ont
un représentant à Red Bull, là, que sa job, c'est d'aller trouver des associations étudiantes puis de les sponsoriser en Red Bull. Ouais, c'est comme UQAM Gaming, on avait fait, c'était une soirée, je crois, soit de cartes Magic ou de Donjon Dragon ou quelque chose de même, puis ils sont arrivés avec des caisses de Red Bull. C'est cool. Moi, j'adore ça. Ben, j'étais comme... Ça dépend à qui tu parles, parce que évidemment, quand tu parles à la direction et tout, tu fais comme, ouais on est UQAM Gaming, puis tu vois tout le monde derrière qui boit des Red Bull, mais comme c'est du stock gratuit pour les étudiants, fait que on dit pas non, là. Exact. Ok, on passe à des nouvelles non québécoises. C'est qu'après 2 ans depuis son lancement, Facebook, ou plutôt Meta, met fin à l'application de Facebook Gaming le 28 octobre prochain sur iOS et Android, donc les iPhones et les Android. C'est pas une nouvelle québécoise comme je viens de mentionner, mais ça affecte quand même certains streamers locaux, et vu le manque de nouvelles québécoises cette semaine, je voulais quand même en parler. Donc l'application Facebook Gaming a été lancée en avril 2020 vers le début de la pandémie pour permettre aux utilisateurs de regarder des streams et de jouer à des jeux. Meta a été cité en disant « L'application Facebook a été un environnement incroyable pour notre équipe de joueurs qui a pu tester et développer une grande variété de fonctionnalités et de produits spécifiques au jeu, et beaucoup de ces fonctionnalités ont été intégrées à l'application principale de Facebook. Ils vont continuer à soutenir leur communauté de joueurs, leurs développeurs, leurs créateurs sur l'application principale de Facebook ou Meta, je me souviens plus c'est quoi qu'ils appellent, où des centaines de millions de personnes jouent à des jeux, regardent des vidéos de jeux et se connectent à des groupes de joueurs chaque mois. La raison pour laquelle Meta a choisi de fermer l'application n'est pas tout à fait claire, mais selon ce qui est dit, les fonctionnalités majeures de l'application vont demeurer sur l'application que pas mal tout le monde a de Facebook. Je note que supposément Meta teste actuellement une nouvelle plateforme de live streaming pour les influenceurs qu'il appelle entre guillemets Super. Cette plateforme permettrait aux influenceurs d'héberger des live streams, de gagner des revenus et de s'engager avec les spectateurs. Donc, c'est pas mal Twitch. Meta aurait payé des influenceurs entre 200 et 3000 $ pour utiliser la plateforme pendant 30 minutes. Fait que Super est entré en développement en 2020, fin 2020. Puis, comme je vous dis, c'est pas mal les fonctionnalités similaires à Twitch. Actuellement, c'est testé par moins de 100 créateurs. Pour comparaison, je suis allé voir un peu les chiffres. Twitch a accumulé 1,7 milliard d'heures de contenu regardé en juillet, juste dans un mois. Facebook Gaming a enregistré 424 millions, comparé à 1,7 milliard, et YouTube Gaming 292 millions. Fait que, je sais pas si vous avez des réactions sur cette nouvelle, si vous voulez spéculer de pourquoi est-ce qu'il aurait fermé l'application, ou même, je sais que récemment, il y a eu la nouvelle que Twitch maintenant permet à leurs partenaires de streamer sur plusieurs plateformes, pas simultanément, mais qui leur permet d'aller ailleurs, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Ou si vous voulez parler un peu de Facebook qui se lance dans une nouvelle plateforme de streaming, supposément. Mais moi, la première réaction que j'ai eue en voyant ça, c'est « Ah oui, il y avait une application. » Ben c'est ça! C'est ça que j'allais dire. Moi, je suis là-dedans, j'ai pas cette application-là. Je regarde les commentaires du monde sur Facebook, Twitter, puis c'est la même affaire. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu de publicité, un peu comme... On spécule un peu pourquoi ils l'ont fermé. C'est ça, c'est... Est-ce que vous écoutez le gaming sur Facebook? J'écoutais parce que j'avais un ami. Un ami commun à moi puis à Zoa. Shout out à Megaboo Marel. Mais ouais, c'est la seule raison pourquoi on regardait ça. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est another one bites the dust. Là, je veux dire, ça fait combien de plateformes de streaming différentes à Twitch qui essaient de challenger Twitch et YouTube, puis ça shut down. On a eu Mixer. Il y a quand même 424 millions d'heures visionnées en un mois, c'est pas rien. C'est quand même quoi, genre le tiers ou le quart ou le tiers de Twitch, mais c'est pas rien non plus. Hein? Non, c'est clair, mais je veux dire, tu sais, Mixer aussi, c'est la même affaire. Là. Mixer avait fait un gros deal avec Ninja. Ninja qui avait fait le switch, puis regarde, c'est rendu au Mixer. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire... Mais moi, j'aime le fait qu'il y ait de la compétition dans ce milieu. Ah oui, 100%. Parce que je trouve pas que Twitch donne... Je trouve que la plateforme Twitch est excellente. Je trouve qu'ils sont de loin ceux avec le plus de viewership, comme je viens de mentionner, mais ils en profitaient un peu de leur monopole, right? C'est probablement la plateforme qui donne le moins en pourcentage de revenus à leurs streamers. Je pense que c'est comme 50%, tandis que Facebook, c'était
là, je dis un peu n'importe quoi, 70, 80%, genre c'était vraiment élevé, là. Ou c'est vraiment élevé. Donc, j'aime la compétitivité, mais moi aussi, là, je suis beaucoup dans l'e-sport, le gaming, puis rarement, sinon jamais, j'ai écouté sur, sur Facebook. C'est une question d'avoir le monopole, là, je veux dire. Oui, il faut que quelqu'un challenge Twitch pour que ça bouge, mais tant que ça restera pas, puis qu'il y a un gros bang qui arrive dès le départ pour un peu shake off Twitch, ça changera pas, puis Twitch va être bien content de le garder un 50% à eux autres, puis je pense que c'est 70, je pense, pour les créateurs quand t'es partenaire. À moins que ça a changé, fait que, tu sais, déjà, c'est pas beaucoup. Il y a Lucifer dans le chat qui dit Facebook Gaming est vraiment mal optimisé. C'était mon expérience aussi il y a 2 ans quand je l'ai écouté pour la dernière fois. Mais j'avais complètement même oublié qu'il y avait une application pour Facebook Gaming. Mais est-ce que c'est une application juste pour le stream ou c'était pour jouer à leur jeu Facebook? Je pense que c'était les deux. Facebook avait des problèmes pour faire accepter cette application-là sur iOS, fait que sur Apple, parce que justement, ils voulaient pousser une plateforme de jeu, tandis qu'on sait qu'Apple veulent que tout passe par leur Apple Store parce qu'ils se prennent une cote puis ils décident qu'est-ce qui passe. Fait qu'ils voulaient pas les laisser mettre une application qui permettait aux gens d'aller dans cette application-là pour télécharger des nouveaux jeux. Mais si j'ai bien compris, puis moi, comme je vois, je savais même pas que ça existait, puis je l'ai jamais utilisé. Si j'ai bien compris, tu pouvais quand même jouer à certains jeux sur l'application. Mais le principal, c'était comme l'application Twitch que tu as sur ton téléphone, c'était d'écouter des streams, si j'ai bien compris. Oui, parce que je sais pas à quel point le monde regarde Twitch sur leur téléphone, mais je pense que le monde regarde plus Twitch sur leur ordi ou leur console ou peu importe quoi. Puis, leurs stats de Facebook, ça m'étonne pas qu'ils sont élevés parce que à chaque fois que je navigue sur Facebook, c'est spammé dans mon feed. Puis, ça va arriver des fois que je vais voir quelque chose. Ouais, les lives. Je suis plus assez sur Facebook. Ah, moi, je suis que sur Facebook presque. Mais quand que je suis vieux. Donc, quand que je scroll, c'est justement genre, oui, il pop, sauf que, est-ce que ça compte comme une vue parce que je l'ai vu dans mon feed ou. Ben, c'est quand même des heures visionnées. Fait que, si tu l'as vu pendant une seconde, 420 quelques millions d'heures. Fait que, si tu l'as juste vu, ça compterait pas pour beaucoup, mais. Je pense en même temps, il y a beaucoup de personnes sur Facebook. Exact. Ben, c'est ça que c'est. Tu sais, comme ils ont vraiment le potentiel pour faire quelque chose de vraiment bien. Même chose pour YouTube. Moi, le problème que j'ai sur YouTube, que j'utilise plus que Facebook, c'est difficile de trouver les streams. À moins que tu saches vraiment qui tu veux écouter, puis quand ils sont live, c'est pas comme Twitch, où tu vas sur Twitch, puis c'est juste ça qu'il y a, tu sais. YouTube, tu vas, puis c'est plein de vidéos, puis le gaming, streaming est caché à quelque part. Facebook, fine, ça t'a les pitchs, mais aussi tu es sur Facebook pour voir ton feed en premier puis écouter du gaming en deuxième ou troisième ou même cinquième. Là. Mais comme je vous dis, j'aime la compétition là-dedans. C'est pas. Je suis d'accord que c'est pas absolument optimisé. Moi, le problème avec la compétition que je vois, c'est ça paraît d'être de plus en plus allons poacher les gros streamers, puis c'est ça notre marketing. Plutôt que d'inciter le monde à venir parce que l'expérience est mieux. Tu sais? Ou du moins, c'est mon impression. OK. Prochain sujet, 100 Thieves. Donc encore, pas de nouvelles québécoises. Puis s'il vous plaît, messieurs, dames, il nous faut plus de projets sportifs locaux. Je sais que l'été s'en vient à la fin, fait que garagez-nous des nouvelles québécoises. Ou peut-être il y en a qu'on va pas passer aussi, là. C'est sûr que oui, mais hashtag Jason eSport. Mais on va parler de 100 Thieves parce que j'ai trouvé la nouvelle intéressante. Donc, c'était des discussions autour de eSport cette semaine. Puis l'histoire entre 100 Thieves et Frosty qui parlait un peu au nom de The Mob, un groupe de streamers chez 100 Thieves. Fait, pour ceux qui ne les connaissent pas, The Mob, c'est un groupe de 4 streamers qui ont été recrutés par 100 Thieves, une des plus grandes organisations e-sportives au monde, on s'entend. Ils étaient avec 100 Thieves entre novembre 2019 et décembre 2021, donc 2 ans. Frosty, cette semaine, est venu dire qu'il était absolument délaissé et sous-payé quand il était chez 100 Thieves.
Là, je paraphrase parce que je ne vais pas comme répéter les je sais pas trop combien d'heures de contenu qu'il y a sur ce sujet-là, mais ils recevaient chacun un montant de 65 000 US par année comme salaire de base. Pour perspective, c'était des créateurs avec entre 100 et 500 viewers au moment qu'ils ont été recrutés en 2019. Il fallait toutefois qu'ils vivent à 10 à 15 minutes de la maison à Nadeshot à LA. Fait que ce que The Mob dit, c'était que c'était pas possible de trouver de quoi qui coûtait moins cher que 10 000 par mois et chacun avoir sa chambre et tout. Essentiellement, The Mob disent que 100 Thieves ne les payait pas assez. Ils prenaient un gros pourcentage des commandites. On parle de 80-90%. 100 Thieves dit que The Mob n'était pas assez motivé et qu'ils leur ont donné une belle opportunité de se propulser dans le milieu. Sur 2 ans, les gens ont sorti le fait que The Mob ont publié 33 vidéos sur YouTube en 2 ans et que chacun des 4 streamers streamait entre 5 et 20 heures par semaine sur leur chaîne. Fait que Frosty, 9 heures par semaine, Classified, 19, Mako, 5, Avalanche, 6 heures. En gros, le point de Nadeshot, le fondateur de 100 Thieves, c'était qu'il faut grind afin de réellement percer. Et je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Moi, ça m'amène sur le sujet de rémunération en e-sport. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. 65 000 $ par personne par année US pour faire du streaming. Je vous laisse réagir. Léonin va aller à la fin parce qu'il y a le mot là-dessus. Mais je sais pas, Stickman, Zoa, si vous avez des réactions là-dessus. Écoute, moi je suis. Moi, 100 Thieves puis Nadeshot, j'ai jamais suivi ça. Simplement parce que c'est pas du contenu qui m'intéresse per se. Parce que je pense que Nadeshot est bien gros sur des shooters. À moins que je me trompe. Parce qu'il est bien gros. Sur Call of Duty, maintenant un peu sur Apex et autres. Exact, c'est ça. Mais tu sais. Je pense, j'ai lu brièvement sur le truc à travers les posts sur Twitter. Puis les deux côtés de la situation, on dirait que c'est plus du côté de Nadeshot, puis Nadeshot essaie de se défendre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses dans un monde, prenons ça dans une bulle, genre mettons le côté 100 Thieves puis Mob, t'es un streamer de 500 viewers. Let's go avec le top qui était en 2019. 500 viewers en average. Quelqu'un vient, une grosse organisation, une des plus grosses organisations au monde, vient te dire, on t'embarque sous notre banner, sous notre brand, on donne 65 000 $ par année pour streamer. Il faut que tu habites dans un secteur de la ville qui coûte relativement cher. Et on prend 80% des commandites qui vont rentrer, mais on ne touche pas à tes Twitch revenues, rien. Tu le prends-tu, ce deal-là? Ben. Honnêtement, non. Non? Pour vrai, simplement parce que j'essaie de me projeter à est-ce que je vais vraiment pouvoir vivre est-ce que je dois vivre en dépendant d'une certaine personne ou d'une certaine organisation? C'est sûr qu'en plus 80% de mes brand deals, si je fais 500 viewers, j'ai plus beaucoup de choses qui reviennent à moi là, si je fais des affaires, même si t'es à 65 000. Si tu peux aller chercher des sponsors, ouais. Fait que, c'est ça. Ce que ça t'enlève, c'est la possibilité d'aller travailler avec un agent qui va trouver des sponsors, parce qu'on s'entend, la majorité des streamers ne font pas eux-mêmes, qui va prendre une cote de peut-être 20%, on s'entend. Fait que ça t'enlève cette option-là, mais ce que ça te donne, c'est un salaire garanti de minimum 65 000 US par année. Puis tout ce que tu fais sur Twitch, en termes de revenue Twitch et de dons et de subs, te reviennent. Zoa, toi, tu le prends? Ben moi, écoute, il y avait 500 viewers à peu près, au plus top, entre 100 et 500 en moyenne. Il n'aurait jamais vraiment fait ça, 65 000 par année de série. Garanti. Garanti aussi. Je sais pas, moi je l'aurais probablement fait. Moi je pense aussi je l'aurais fait. Puis honnêtement, tu sais, ces gars-là disent ça a coûté cher. Il y avait chacun ce que Nadeshot a dit, c'est que crime, guys, si vous aviez vraiment pas assez à 65 000 par personne, fait que dans une maison, c'est 240 000 par année plus. Ils ont trouvé une maison apparemment la moins chère à 10 000 $, mais lui, ce qu'il a dit, écoute, si ça c'était déjà trop, c'est la moitié de leur salaire brut. Si ça c'est déjà trop, trouvez-vous une maison à 2 chambres puis grindez.
sais, les gars ont dit « Ah, nous, on est des adultes, blablabla. » Puis là, il y a certains gens qui vont sur Twitter puis disent ben man, si vous voulez make it en streaming temps plein, genre c'est un grind de 12 heures par jour, 7 jours semaine. On le voit avec QC puis les autres qui ont make it, c'est pas des gars qui font 5 heures en moyenne par semaine de streaming. Après, je sais pas pour ceux qui ont été sur Internet aujourd'hui, mais vous avez peut-être vu que Ninja est en train de prendre un petit break. C'est pas quand il va retourner. Fait qu'il y a aussi la question de saine habitude de vie avec la Fondation des gardiens virtuels. Le burn-out, c'est une vraie affaire. Tu sais, avec QC, c'est bien beau, mais streamer 12 heures par jour, 6 à 7 fois semaine, c'est malsain, là, entre vous et moi. Donc, d'un côté, je comprends Nate qui dit « Hey, nous, on vous donne la plateforme pour grinder. Non seulement vous êtes affilié à 100 Thieves, mais on vous donne 240 000 par année plus, US. » C'est sûr qu'on prend les pourcentages de commandite parce qu'on n'a aucun autre moyen de regagner notre argent. Le 240, 250, 260 000 qu'on met par année, c'est la seule façon qu'on peut aller le chercher en prenant un gros bout des commandites. On vous donne quand même 20%, c'est nous qui font toute la job pour trouver ces commandites-là. Puis tout ce qui est sur Twitch, que vous auriez fait si vous étiez tout seul, vous le gardez. Mais je sais pas, je dis pas que c'est une décision facile, mais je pense moi aussi, comme Zouage, je l'aurais pris puis j'aurais grindé. Là. Mais je suis pas honnête, vas-y. Oh, I guess que moi je suis plus. Ouais, I guess que moi je suis plus un gars qui. Bien avec sa job. Puis... après, parce que je veux dire, j'ai pas vraiment la future job qui va me payer le plus tard. Mais on dirait que je suis plus un gars de self-made, puis je préfère que ça provienne de moi, puis peut-être que s'il prenait un plus petit pourcentage, c'est sûr. Peut-être que j'accepterais, mais 65 000 par année. Tu sais, tes abonnements, 150 à 500, ça varie. Est-ce que ça dépend? Est-ce que tes partners. C'est ça, tu sais, tu l'as mentionné, les gros streamers, là, ça stream. Ça stream 10 heures. Moi, j'écoute souvent Castro 1021, que je sais pas si vous connaissez, mais il stream du FIFA. Mais FIFA Ultimate Team, là, puis il commence à streamer à 10 heures, heure de l'Est, puis il finit de streamer à 7 heures, heure de l'Est, puis sa blonde, elle y amène ses repas. Fait que dîner et souper on stream. Mais c'est ça malheureusement, c'est ça qu'il faut pour percer la majorité du temps. Léonard, je sais que tu bêtes le temps depuis tout à l'heure, là, mais vas-y, dis-nous. Ah, hey, je suis tellement pas capable. Genre... c'est décourageant. Genre, honnêtement, là, puis, tu sais, quand tu parlais de au début, si on va parler du mini-drama qu'il y avait eu en lien avec le LAN VDL et tout, comme, genre, j'ai pas eu le temps de finir de pacter mon char, mais genre, je dors sur le petit matelas rouge toute la fin de semaine, puis ça, c'est du gros luxe comparé à... T'as pas ta chambre à toi avec ton lit. Non, je veux dire, comme, genre, dans le temps, comme on se louait à gang une chambre d'hôtel parce que justement, on n'avait pas d'argent. Puis Nate Shot, parce que j'ai toujours été dans le code principalement, il travaillait au McDo. Il dormait à terre, là. C'est comme... La OG House, genre, comme... C'était des chaises pliables qui jouaient puis qui streamaient dans un petit appartement qui était genre toute une gang, puis on grindait ça. Puis en plus, il fallait qu'ils surviennent à leurs besoins. Là, t'as un streamer que c'est sûr à 100% que tout seul, ou en tout cas, c'est sûr à 99,9% de chances qu'il va jamais atteindre un haut niveau. Tu te fais donner l'occasion de grinder ton shit, puis même si t'as un contrat genre de 2 ans, 3 ans, 5 ans, genre après ça, t'es libre, mais de l'opportunité. Quand j'ai regardé les chiffres, ça faisait penser au PCU. Genre, il y avait plus que le PCU pour faire ce que tu voulais. Fait que tu te concentres, comme tu profites de ce contrat-là comme une opportunité, comme un tremplin pour justement monter. Puis, j'ai d'accord avec l'autre point de justement, oui, se grander, mais clairement, si tu as la chance d'avoir un salaire, puis que tu fais juste 9 heures de stream, puis comme je sais pas combien de vidéos, comme tu fais quoi ta 33 vidéos en 2 ans. Genre, il était sur le party, il faisait une vidéo par mois, là.
Non, mais c'est ça. T'es comme, rien. la personne était, genre, sur le party, puis il disait genre, qu'ils contribuaient à d'autres streams, whatever, mais c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont été dans le e-sports lifestyle. Non, mais c'est ça. C'est ça. Genre, puis comme honnêtement, c'est juste ridicule, puis il y a un reality check qui doit être fait que, genre, déjà, tu veux vivre le rêve, ça fait penser à Tfue qui poursuivait FaZe. Ouais. Mais tu sais, concrètement, tu es capable de voir sur son stream la journée qu'il joue un FaZe, ça augmente. Comme, c'est même pas comme une petite courbe, là, ça augmente. Juste de ça, déjà, juste à être affilié à 100 Thieves, je suis sûr que ces gars-là ont comme doublé leur viewership. Là, je sors des chiffres de n'importe où. Mais moi, à la base de tout ça, là, c'est toujours comme arrêter et penser une seconde. Fait que là, sur 2 ans, juste Frosty, là, on va prendre juste Frosty, il t'a payé 130 000 US en salaire, sans compter whatever else était payé. 130 000 US. As-tu créé 130 000 US minimum pour 100 Thieves en 2 ans? Et on s'entend, un employé d'habitude doit faire 2 à 3 fois son salaire en termes de valeur pour la compagnie. T'as-tu créé 270 000, 300 000 $ pour 100 Thieves en 2 ans en faisant 9 heures de stream sur ton Twitch par semaine et une vidéo par mois à la gang? Comme, c'est juste ça. Tu sais, c'est comme... Je pense... Puis, j'en connais peut-être pas assez dans tout ça, mais à la base, c'est juste... Pensez à combien vous recevez, puis pensez, est-ce que moi, je crée plus de valeur que ça pour l'organisation? Puis je pense pas que c'était le cas ici. Même s'il était forcé, entre guillemets, d'habiter à LA, man. Prends-toi un condo à 2 chambres, dors sur le sofa comme le nain dit, puis grind, man. Grind, puis après tes 2 ans, t'as ta marque à toi, puis tu fais ce que tu veux après ton contrat. Mais man, quelle opportunité. Oui, c'est poche, man, c'est poche. Streamer 12 heures par jour, c'est poche. Dormir à terre, c'est poche. Manger du craft dinner 2 fois par jour, mais tu sais, si c'est vraiment ton rêve, il n'y a pas un joueur de soccer au monde maintenant qui joue pour Manchester ou whatever qui a vécu une enfance qui était comme je joue dans mes petites ligues là, puis j'ai bien dormi, puis j'ai super bien mangé. Puis, non, il jouait dans la pluie, il jouait dans la rue, il jouait dans des souliers cassés, comme c'était une obsession là, c'est des passions si tu veux break out là. Selon moi. Non, c'est ça. C'est comme si genre tu rentres dans une équipe puis genre elle donne une Ferrari puis tu chiales parce qu'il n'y a pas de gaz dedans. Là. Genre what the fuck là. Fair. Ouais, mais bon, j'adhère pas non plus à genre moi j'ai souffert donc vous devrez souffrir comme Nate Shot, mais tu sais comme Nate Shot avait pas ça, il a pas reçu ça non plus là, tu sais. Non mais puis c'est pas ça que je dis non plus puis c'est t'sais, exemple, avec la fédération en ce moment, que oui, je suis un des cofondateurs, puis en ce moment, commence enfin à avoir du financement pour payer du monde. C'est le moment, fun fact, genre, que je crisse mon camp, puis que je vais grinder quelque chose d'autre. C'est trop facile. Mais, genre, je me mets à la place de Nate Shot, puis je fais comme. Parce que il y a aussi le point que. Si j'ai bien compris, c'est des amis aussi avec ouais, ils les connaissaient, c'était tous des gars qui ont commencé sur COD. Ouais. Mais c'est ça, fait tu sais, comme j'ai le feeling que Nate Shot n'aurait pas donné un deal comme ça sur un plateau d'argent à n'importe qui. Fait que tu sais, genre, je veux pas rentrer sur l'affaire de loyauté et tout, mais tu sais, t'as ton ami qui te donne en fait, t'obtiens un énorme deal comme ça parce que t'es ami avec la personne. Après ça, tu viens chialer la bouche pleine. J'ai pas les détails, j'ai pas lu les contrats et tout, mais juste de base, même si à la limite, ils prenaient 100% des deals de commandite, avec l'information que j'ai, j'aurais trouvé ça legit parce que déjà, t'es payé. Comme ta job, c'est de streamer. À 100 à 500 viewers en moyenne, recevoir un salaire de 65 000 US par année garanti, c'est du jamais vu, là. Nous, on a des streamers chez Able qui ont un 150-200 viewers, man. No spoilers, là, mais ils ont pas de salaire, là. Ils font ça à temps partiel en travaillant une job, là. Tu sais, c'est... Anyway. Bref, j'ai trouvé intéressant comme... puis j'aime beaucoup toutes vos réactions, puis surtout Léonin qui
Puis on s'entend, il aurait pris le deal. Oh oui, à 100%. Puis genre, je fermais ma gueule. Comme... Le dernier sujet que je voulais parler officiellement, c'était je voulais parler de Sentinels qui annonce cette semaine que Tariq se joint à l'organisation. Fait encore une nouvelle non québécoise. Fait qu'on est vraiment off-trend cette semaine. Mais j'ai mentionné que Sentinels, sur le podcast, dans un parallèle que j'avais fait la semaine dernière, ou du moins récemment, qui avait recruté Shroud. Fait que Sentinels, c'est une des plus grosses organisations sportives mondialement, encore une fois. Ils ont récemment recruté Shroud, un streamer à la base canadien, mais un des plus gros streamers sur Twitch. Ils l'ont recruté dans leur équipe compétitive de Valorant. Shroud, c'est un ancien joueur professionnel de CSGO, le plus notamment connu pour ses exploits chez Cloud9. Ils ont réussi à doubler le record de viewership de Valorant. Fait qu'ils sont allés de comme quelque chose dans les autres de 300 000 à 600 000 viewers lors du tout premier match officiel que Shroud a joué avec l'équipe. Ils n'ont pas gagné. Shroud n'a pas été un des meilleurs joueurs, mais ils ont quand même doublé le viewership, donc c'est non négligeable. Maintenant, Sentinels sont allés chercher un ancien coéquipier de Shroud, donc Tariq, aussi ex-joueur professionnel de CSGO. Puis aussi maintenant un des plus gros streamers sur Twitch avec plus de 600 000 followers sur Twitter et 2,2 millions sur Twitch. Il a co-streamé aujourd'hui les VCT. Donc VCT, pour ceux qui sont moins familiers avec Valorant, c'est comme le tournoi de Valorant. Il a co-streamé Tariq. Il a eu près de 100 000 viewers. C'était l'équivalent du stream officiel de Valorant. Puis il y avait Shroud aussi qui co-streamait avec un 30 000 de son côté. Et Tenz, un autre joueur de l'équipe de Sentinel, lui aussi avec un autre 30 000 viewers. Fait que juste aux 3 gars de Sentinels, il y avait un 160 000 viewers versus un 100 000 sur le stream officiel de Valorant. Bref, tout ça pour amener un vrai sujet, le vrai sujet que je voulais vous lancer, quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'emphase lors de notre panel au Fan Expo le week-end passé, surtout avec Léo Vinci. L'importance de la création de contenu et des fanbases que peuvent apporter les joueurs ou streamers à une organisation ou une business versus le fait tout simplement de gagner et d'avoir les meilleurs joueurs ou équipes. Il y a beaucoup d'organisations historiquement, puis même aujourd'hui, qui sont super focusées sur on veut tout gagner, on a les meilleurs joueurs, on a les meilleures équipes. Puis là, on voit avec Sentinels, puis certaines d'autres organisations, que le shift commence peut-être à changer, ou le focus commence à shifter sur oui, on peut avoir des bons joueurs, ça n'a pas nécessairement besoin d'être les meilleurs, mais peut-être la vraie visibilité puis le vrai revenu potentiel serait plus en création de contenu. Je sais pas si vous avez des opinions ou visions là-dessus. N'hésitez pas de réagir aussi sur la nouvelle des Sentinels avec Shroud et Tariq si vous voulez. Mais je vous laisse en parler. Qui veut commencer? Encore une fois, ça va. Je vais encore ressortir le même truc. Mais, tu sais, Valorant, je suis pas tant ça. Tariq, je le connais. Mais si tu avais une organisation aujourd'hui, business-wise. Mais clairement, il faut que ça passe par ta création de contenu. C'est ta façon d'aller reacher. Puis ça revient un petit peu rechercher ce qu'on parlait avec Belly Sports. Ouais. C'est à un certain point, là, mais clairement, il faut être des créateurs de contenu. Puis si tu es capable de te lander le plus gros créateur de contenu ou un des plus gros dans la scène, en théorie, c'est clair que ça peut juste être que payant. Puis encore là, Sentinel, ça a l'air d'être une grosse organisation. Ouais. Fait que. Non, c'est un bon coup, sachant plus que chercher plus que 65 000 par année. Par contre. Ouais, c'est ça, exact. Puis je pense que ça sera pas 80% de brand deal. Mais ça peut juste être bon. Puis en plus, c'est un ex-pro. Fait Tariq a déjà le following base. Puis il est déjà connu du monde. Il est déjà connu des anciens fans. Fait que c'est facile d'aller chercher des nouveaux fans avec ça. Donc, ouais. C'est gagnant. Léonin. C'est dur à dire parce que tu m'aurais parlé il y a 5 ans, j'aurais fait faut la victoire à tout prix, puis on s'en fout le reste parce que genre c'est whatever quoi, genre tu gagnes, puis genre si tu gagnes pas, ben t'es juste un clown, puis genre on va te faire voir ailleurs, puis on s'en fout.
À cette heure, je sais pas, parce que, tu sais, ultimement, toutes les teams qui sont axées sur gagner, 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 tu sais, ultimement, I guess, ça dépend ton financement, tu sors d'où. Parce que même encore aujourd'hui, le monde n'a pas encore compris comment être capable d'être rentable dans l'e-sports. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qui est rentable, c'est tout ce qui est streaming en ce moment. Fait qu'ils ils vont prendre le plus possible de streaming, puis ils adhèrent ça à l'aspect e-sport. Parce que pour moi, e-sport, c'est vraiment l'aspect compétitif. C'est comme c'est tu gagnes au final, c'est la compétition. C'est le dépassement de soi et tout. Tandis que l'aspect streaming, c'est plus, mettons, de la lutte, à la limite, ou c'est plus c'est le show de mi-temps. Mais, tu sais, comme XQC, tu sais, quand il y avait la Overwatch League, ben c'est Dallas Fuel qui était parmi les plus connus parce que justement, ils ont été chercher le maximum de streamers, puis il y avait du contenu et tout. Puis de mémoire, ils gagnaient pas, mais c'est quand même eux autres qui avaient plus de reach, puis qui étaient capables d'aller chercher les meilleurs commandites. Fait que mon opinion en ce moment est plus nuancée. Ça dépend ultimement qu'est-ce que tu veux faire. Puis le propriétaire, est-ce qu'il veut gagner ou est-ce qu'il veut juste aller chercher du fame ou de la visibilité. Rendu là, c'est une question d'opinion et tout. Sur la question spécifiquement d'aller chercher ta Rick, I guess que c'est un bon move. Sinon, en tout cas, eux autres considèrent que c'est un bon move. J'espère, ouais. Je le considère comme. Je le connais pas assez. Comme le nom, définitivement, il me disait de quoi, mais. Je sais pas. Est-ce qu'il essaie de faire le même move que Shroud ou est-ce que Shroud, justement, même s'il est plus au sommet. Je pense pas que Tarek va être dans l'équipe compétitive. Ça, je suis pas certain. Ok. Je sais pas s'ils l'ont recruté dans l'équipe ou pas. Parce que Shroud, puis je pense d'ailleurs que tu en avais parlé au dernier podcast, il est plus au sommet de sa forme. Non. Mais le moment qu'ils ont joué avec lui, ils ont explosé le viewership. Ouais. Fait que, puis là, en ce moment, t'as toute la question des sports professionnels et tout. Plus ça, c'est un autre sujet complètement, mais est-ce que c'est rendu du spectacle, puis que avec les Olympiques, que c'est les codes d'écoute qui dépendent si un sport va être là ou non, puis et tout. Là, mais là, ça, c'est un autre débat plus profond que ça ne tente pas d'embarquer à soir. Mais c'est une nouvelle réalité, puis en effet, si on... ultimement, quand on regarde... Exemple, pour Valorant, c'est pas une scène que je suis directement, même qu'en fait, en ce moment, il n'y a aucune scène d'e-sports que je vais suivre attentivement. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, parce que les teams, j'ai plus le feeling qu'ils veulent aller chercher vraiment les meilleurs des meilleurs, mais qu'ils veulent juste aller chercher qui se fait voir le plus. Fait il y a peut-être ça qui m'a découragé de suivre attentivement. Mais en même temps, c'est ça au final qui paye les factures, puis que le monde soit satisfait, puis qu'il y a plus de viewership, qu'il y a plus de contenu qui est créé, qu'il y a plus d'histoire, de storytelling. Ben, gros, I guess, puis on fera une équipe All-Star un moment donné, puis on fera un tournoi, puis ça va satisfaire le monde qui veulent la crème de la crème. Zoa, content ou gagner à tout prix? Moi, tu sais, de base, on dit que c'est surtout les joueurs qu'on va suivre et non l'organisation en tant que telle. Je dirais, maintenant je fais un peu un parallèle avec quand on est parti à Nyx en 2017. Nous autres, on voulait comme partir fort, on voulait montrer notre organisation, on était capable d'aller chercher des bons joueurs puis tout, puis on était au courant des choses puis tout pour avoir un bon départ. Là. Fait que c'est sûr qu'on a commencé, on a essayé de trouver des équipes. Mettons, moi j'irais peut-être plus Rocket League, on s'était associé avec du monde qui connaissait peut-être plus League of Legends puis Overwatch dans le temps. On avait été chercher une équipe qui était quand même bonne au début. Là, on avait comme Taroko qui est dans la scène professionnelle en ce moment qu'on avait comme recruté avant qu'il soit pro justement. On avait été chercher aussi une équipe juste événementielle. Là. Donc pendant c'était le DreamHack 2017 je pense. Puis on avait comme fini 2e et 4e donc c'était pas vraiment pour... mais sinon je dirais overall c'est sûr que plus
tu t'en vas chercher quelqu'un qui peut t'amener une visibilité malgré le fait que tu perdes ou tu gagnes, je pense que c'est winner parce que justement ça va t'amener le plus de viewers possible pour aller voir, pour dévier vers l'organisation que ce jour-là ou ce créateur de contenu représente. Puis donc moi je pense que les deux, ça dépend, je dirais que ça dépend de où t'es rendu un peu dans ton organisation, je sais pas trop. Est-ce que tu veux dégager de ton organisation, mais je pense pas qu'il y a vraiment de meilleure façon qu'une autre, je dirais. Ouais. Non, mais tu marques un bon point que ça dépend vraiment du niveau que tu es rendu parce que, c'est exemple, le club e-sport de Concordia, l'année qu'il y avait eu un tournoi de qualification au tout début de la fédération, puis qu'eux autres avaient gagné ça et d'autres choses, ils ont gagné le prix du club le plus actif à Concordia. Puis parce que Concordia met beaucoup de valeur sur justement gagner, surtout gagner contre les autres universités québécoises. Puis en fait, j'ai dit Concordia, mais c'est valide aussi pour l'UQAM et pour toutes les universités. Fait que, par exemple, avec UQAM Gaming, en ce moment, on regarde plus sur la performance parce que ultimement, notre financement, on l'a de l'école. Puis ben, plus qu'on gagne, plus que l'école va être prête à mettre des ressources. Ouais, c'est différent, c'est différents modèles parce que l'école fait pas nécessairement plus d'argent dépendamment de combien de gens vont venir vous regarder sur le stream. Fait que ça, oui, c'est un bon point. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Stickman a dit, l'aspect communautaire, il a fait le parallèle avec Bell Esports. Je trouve vraiment marquant le fait que si on prend 3 des gens chez Sentinels, ils ont 30% de plus de viewership que le stream officiel de Valorant sur un des plus gros tournois de Valorant. Puis ça fait pas mal à Epic ou Valorant parce qu'ils agglomèrent tout ça puis ils leur donnent le droit de le faire. Mais Sentinels, qui sont même pas dans le VCT, ont 130 000 viewers durant un tournoi dans lequel ils participent pas, ce qui est immense. Et les gens préfèrent donc, plutôt que d'écouter un stream officiel avec le casting, le whatever, comme si on écoutait les Canadiens RDS, ils préfèrent être dans le stream à Tarek ou Shroud ou Tens qui parlent au-dessus ou durant le match, soit entre eux ou à leur chat directement, ce qui est beaucoup moins professionnel en tant qu'expérience. Donc, encore une fois, cet aspect communautaire-là. Puis je vais aller encore plus loin. 70% à peu près des revenus des organisations e-sportives, c'est là que je fais comme la distinction, puis je suis content que vous l'avez fait, Zoua puis Lenain, entre l'académique puis ici, c'est 70% des revenus d'organisations e-sportives proviennent des sponsors. Les sponsors, qu'est-ce qui leur est important? Oui, visibilité, ce qu'on regarde ici est absolument le cas pour Sentinels. Et 2, la conversion. Le pourcentage de conversion, puis quand je parle conversion, c'est les achats ultimes de les produits que les sponsors vendent. Si Tarek est capable d'aller chercher 100 000 personnes qui veulent l'écouter lui, puis faire à semblant s'il était dans une chambre avec lui pour écouter un tournoi qui est casté professionnellement ailleurs, c'est quand même marquant pour combien ils vont aller acheter son jersey ou des produits que lui met de l'avant en tant qu'influenceur. Fait que ça, je trouve très intéressant. L'autre, c'est Valorant en tant que tel aussi, comme jeu, puis Léonette en a parlé un peu. Vas-tu gagner, vas-tu pas gagner si le monde sont à leur pic? Valorant Shroud en a parlé un peu, puis je suis quand même d'accord qu'il distingue entre CSGO, puis qu'il dit que le plafond à Valorant est moins élevé que CS. C'est un jeu qui est plus facile en termes de visée, en termes de stratégie, etc., parce que ils l'ont créé pour un plus gros public, entre guillemets. Mais ce qui fait en sorte que c'est moins évident d'avoir la meilleure équipe et gagner parce qu'au plus haut niveau, pas mal n'importe qui peut gagner à n'importe quel moment. Puis là, tu sais, je généralise, mais c'est un peu ça son opinion. Fait que déjà là, vas-tu chercher un joueur qui est un peu moins bon, mais beaucoup plus populaire? Peut-être la bonne réaction. Puis le dernier point que j'ai, que Léo Vinci, un des streamers chez Able, met beaucoup de l'avant, puis encore une fois, l'a mis de l'avant la fin de semaine passée. Je pense qu'on s'en va peut-être, à moins que les modèles changent, vers une réalité où est-ce que si tu veux devenir un vrai joueur pro ou intégrer une organisation, même en tant que compétiteur, je pense que tu vas devoir quand même avoir cette personnalité puis cette création, cette volet de création de contenu-là
qui va venir avec toi. Parce que entre deux joueurs, je vais-tu vraiment prendre le meilleur ou celui qui est 1 ou 2% moins bon, mais qui a 100 fois le viewership? Si les modèles ne changent pas drastiquement, moi je pense que j'irai avec celui qui me donne plus de visibilité, parce que c'est vraiment là que les organisations font leur reach et leur revenu à la fin de la journée. Et c'est juste une question de est-ce que ça en vaut le coup d'avoir les meilleurs joueurs qui ne sont pas connus ou moins connus que les moins bons joueurs, théoriquement, qui créent du contenu pour toi. Puis c'est pour ça que je suis un très gros fan du modèle de franchisé. Dépendamment des ouais, ça c'est un tout autre sujet, mais oui. Oui, mais... oui. En termes de revenus, oui, je comprends. Oui, mais parce que le terme, tu sais, quand tu as une franchise et tout, puis que tu as ton spot, tu vas vouloir aller chercher les meilleurs joueurs, puis aller chercher plus un modèle de sport traditionnel. Je sais pas, parce que oui, je suis d'accord, dans le sens que tu veux gagner, right? Mais après, dans un modèle de franchise, la façon que tu fais tes revenus, c'est un split de revenus entre toutes les franchisés. Puis les revenus de la ligue vont venir à la base par le viewership. Si Sentinels sont une équipe franchisée, puis qui ont le viewership de toutes les autres organisations, ou si Sentinels est dans la ligue et viennent de doubler le viewership, like, where are you gonna make more money, tu sais? C'est du entertainment à la fin de la journée. Fait que je pense que la question ultime, c'est est-ce que c'est plus entertaining, puis vas-tu chercher plus de fans en ayant le meilleur niveau de jeu, comme dans les sports traditionnels que tu viens de mentionner, possible, puis la meilleure équipe possible, ou vas-tu chercher plus de viewership en ayant les gens les plus entertaining? Je pense qu'on compare quasi, c'est est-ce qu'on préfère la WWE ou la NHL, tu sais, en termes d'entertainment? Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je parlais de lutte tantôt. Moi, j'adore les Olympiques, mais très franchement, là, le 100 mètres, là, le gars qui le court à genre 0.00001 seconde de plus vite que l'autre, versus si je voyais le 100 mètres, puis à la fin, c'était un gars hyper dynamique, genre super le fun, qui finit en 3e. Genre, je root pour qui, tu sais? Est-ce que je veux vraiment rooter pour le gars que je sais qu'il va gagner parce qu'il est insanely fast, mais qui a aucune personnalité? Ou est-ce que je veux aller avec le gars que, genre, tu sais, le Jamaican Bobsled Team, là, tu sais? Que genre, pourquoi ils sont là, ils savent même pas rouler, mais tout le monde veut pas qu'ils gagnent, mais qu'ils se présentent, right? Non, mais c'est ça le point aussi, c'est exemple, entre un 100 mètres normal, puis tu mets un 100 mètres que tout le monde sont habillés en mascotte, puis qu'ils doivent courir, genre, le 100 mètres de mascotte, je te garantis qu'il va y avoir un plus gros viewership, même si c'est au... fait que c'est une question où est-ce qu'on priorise. Léo 20, il y a Acadian Woman qui est dans le chat qui parlait de Tariq Tenshroud, puis on lui a demandé son rank à Valorant, puis elle a dit Gold. Fait que, Papy dit ok, tu es là pour le contenu. Donc, puis tu sais, Léo Vinci a fait un tournoi de Valorant Gold 3 et moins. Fait que pour ceux qui sont pas dans Valorant, c'est comme lower half du ranking. Et c'était sans équivoque le tournoi québécois de Valorant avec le plus de viewership, à genre 200 viewers ou plus en moyenne. Fait que oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a une distinction à faire entre la compétitivité pure et l'entertainment pur, mais je pense que de plus en plus, ça va commencer à merger. Moi, je dis pas, tu sais, prends le gars qui est Gold 3, qui a un viewership, versus le gars qui est Radiant ou whatever it is, tu sais, SSL versus Diamond, Plat, whatever. Mais je dis, prends peut-être pas le numéro 1, prends le numéro 5, s'il est 5 fois plus populaire. Mais je pense que rendu là, c'est les organisateurs de tournois qui devraient faire leur devoir. Puis, pourquoi, dans le fond, aller chercher pourquoi est-ce que le monde veut écouter Shroud qui est dans sa chambre, qui joue au tournoi versus le fameux desk avec l'analyste et tout. Puis comment est-ce que le stream officiel peut devenir plus divertissant. Je pense qu'il y a aussi ce gros point-là où est-ce que le format traditionnel avec l'analyste, après ça, t'as le play-by-play. Oui, c'est le fun, puis oui, mettons Six Invitational,
t'écoutes ça, puis genre, surtout quand tu connais pas le jeu où t'as pas les nuances de il a fait telle affaire à cause de X, Y ou Z, c'est le fun. Mais pourquoi est-ce que le monde va préférer écouter Shroud? Ben, prends les raisons de pourquoi que le monde écoute Shroud, puis mets-les sur ton stream principal. Si au besoin, mettons, qu'on prend encore l'exemple du sport traditionnel, je suis pas mal sûr que dans le sport traditionnel, ce serait une possibilité de mettre une webcam, sa caméra sur le casque du QB. Je te garantis que le monde ne regarderait pas le stream principal, il regarderait la caméra du QB qui parle puis qui fait ses calls. Pourquoi on n'est pas là déjà? Hein? Pourquoi on n'est pas rendu là déjà? Parce que le sport traditionnel n'est pas le e-sports. Mais il y a des caméras, ces arbitres, par contre. Oui. Ouais, c'est ça que je veux regarder. Mais le point de vue de l'arbitre. Ouais, c'est ça. C'est quoi leur technique derrière leur corps? Mais c'est ça, parce que genre prendre trop du sport traditionnel avec les méthodes comme ça, ben on peut faire plus avec l'e-sport. Puis d'après moi, les tournois devraient optimiser plus comment ils présentent la compétition. Puis que c'est un manque à gagner rendu là. Ouais. Écoute, des belles conversations, pas sur l'e-sport québécois, mais je pense qu'ils nous touchent quand même. On a ramené ça au Bell eSports Challenge, à la RLQC Cup, etc., au tournoi de Valo. Donc, j'ai beaucoup apprécié nos discussions, messieurs, même s'il n'y a pas assez de nouvelles e-sportives québécoises pour me rendre aussi content que je l'étais il y a quelques semaines, mais je suis sûr que ça s'en vient à l'automne. Avez-vous des questions, commentaires, insultes, sujets, shout-out avant de fermer le stream? J'en ai un, mais il faut que je trouve le lien, ça va long. Attention, je veux pas que le bot te kick. Vas-y, entre-temps, Stickman, Ben, à quel point que je peux flatter du bord du poil mes organisateurs. Mais s'il y a des fans de... il y a l'air d'avoir des fans de Rocket League, mais la Coupe RLQC, ça commence la semaine prochaine. Les équipes ont été annoncées. C'est sur le Twitter de la RLQC et partout. Les 20 équipes sont là, les 20. Les 18, parce qu'il y a 10 équipes en amateur, finalement, ils en ont 12. Fait que les gros matchs, puis peut-être que vous allez voir le monsieur qui est à ma droite sur l'écran dans les matchs avec son équipe Gaming White. Donc, la semaine prochaine, mardi, jeudi, 6h30, 7h. Si vous n'êtes pas abonné au Twitch RLQC, moi je suis pas un joueur de Rocket League, j'ai essayé, j'en ai parlé sur le podcast quand je parlais à Stickman. J'adore le jeu, mais je suis absolument horrible. Même si vous ne jouez pas, honnêtement, super entertaining. Abonnez-vous, allez checker les streams, c'est tellement bien fait. Puis tous leurs projets sont très cool pour la communauté Rocket League, mais franchement pour le e-sport au Québec entièrement. Ah oui, puis en fait, si vous voulez, s'il y a ça tombe qu'il y a des organisations qui écoutent, là, vous pouvez DM en Twitter à RLQC si vous voulez organiser des événements. Je sais qu'un des administrateurs m'a demandé de parler de ça tantôt. Fait que... Ouais, je devrais vous DM. Zoa, j'ai vu ton shout-out dans le chat, tu peux le faire de vive voix. Écoute, shout-out au podcast Zombie, à tous nos fans chez Gaming. À Scooty, le manager, fait un travail très colossal chez Gaming. Écoute, shout-out à tous nos fans. En fait, Gaming est basé là-dessus, c'est la communauté, en fait. On essaie d'être faire entre nous, puis de se créer une communauté entre nous autres. Allez prendre pour Gaming. C'est quoi le podcast du Homie? C'est un podcast que nous autres on fait plus, mettons... pour faire un contraste avec Rocket League Québec, on est plus dans les potins, je dirais, là, plus dans le drama. On va aller chercher un peu. Le monde au Québec, à Rocket League, il aime beaucoup se comparer un peu un à l'autre. Je sais pas si c'est pareil dans tous les jeux. Là. Je pense pas que c'est particulier à eux. C'est ça, fait que t'arrives, mettons, là, je sais pas, là, tu fais un stream, t'as 2 viewers, tu fais une tier list des joueurs québécois, là. Ça prend 30 secondes. Clickbait du tier list. Le podcast Zomi, c'est un peu basé là-dessus, c'est un peu basé sur le drama. On fait le même tier list à toutes les semaines.
On sort un peu, tu sais, un peu le petit drama qui sort un peu d'un bord puis de l'autre. Ça marche bien, même. Ça marche super bien. Et ça, pour l'avoir regardé soit une couple de fois, là, c'est tout le temps important de faire un hot take puis mettre une personne qui a aucun rapport dans un rang plus bas pour que ce gars-là pète sa coche. Puis là, ça ouvre toutes les possibilités. Ils ont tout compris. Allez prendre pour Gaming dans la 2e édition de la RLQC Cup. Ils ont 2 équipes, fait que vous avez 2 chances sur 8 d'avoir une équipe gagnante dans la division élite. On va tout faire. Léonin, re-shout-out au JDL, gardien virtuel. Oui, ben c'est ça, parce que. Non, mais ça, comme je voulais pas parler du LAN JDL puis toute la campagne. Oui, mais on a déjà parlé. Puis, comme ça a lieu demain, donc allez voir sur Funky et tout. Mais je voulais faire un shout-out sur un projet que je suis pas dedans directement. C'est rare. Là, j'ai mis le lien, mais j'ai fait un espace avec le .com, fait que je me ferai pas bannir par le bot. C'est bon, ça. eSport Geek Life sort son 2e livre. Ça, c'est un auteur québécois que le premier livre, je l'ai dévoré pour vrai. Là, c'est pour ça que j'ai regardé dans ma bibliothèque pour vous le montrer. Mais en gros, l'histoire, c'est un gars qui veut se partir à une équipe d'eSports, puis qui s'apporte finalement, puis comme il faut qu'il trouve des façons de se faire financer, puis c'est très grassroots, mais c'est très grassroots d'il y a 10 ans. Puis là, il y a le 2e livre qui sort au mois d'octobre. C'est-tu un livre? C'est une bande dessinée? Ou c'est un livre. Ben, en fait, c'est un livre qui a un manga aussi à la fin. Okay. Puis j'ai été bêta lecteur, puis justement, tout l'aspect, genre, est-ce que c'est plausible ou non? En fond, j'ai travaillé avec lui par rapport à ça. Fait que, allez voir lui. Livre super intéressant. J'ai hâte de voir la version finale. Puis honnêtement, je l'ai dévoré. Puis c'est un auteur québécois. Puis auto-édité. Donc, c'est bon. Y a-tu la formule gagnante pour devenir une organisation e-sportive profitable? Ben, dans ben, oui. Puis allez voir le numéro 1. Sauf que ça va être profitable, mais c'est plus trop d'actualité, je te dirais. Okay. Puis comme, je veux pas trop en parler parce que ça serait des spoilers, mais oui, la première équipe est rentable, mais c'est en grosse partie parce que genre il y a un bot à WoW qui fait du gold puis qui vend ça, puis genre interesting. En tout cas, très cool. Il y a plein de choses, mais en tout cas. J'ai jamais entendu parler, fait que je pense que c'est un très bon plug. Merci. Tout ce qui a trait au e-sport québécois, ils font en parler. JDL, je sais que Léonin veut pas en reparler. C'est ce week-end. Allez-y en personne. Si vous n'êtes pas en personne, pluguez-vous sur les je sais pas trop combien de douzaines de streams qu'il va y avoir. Les fonds sont au bénéfice. Cinquantaine. Les fonds sont au bénéfice de la Fondation des gardiens virtuels. Si vous ne connaissez pas encore la Fondation, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, allez regarder le site web et tous leurs médias sociaux. Une très belle cause. Ou juste pluguez-vous pour le Pure Entertainment. Il y a vraiment des sub-goals que j'ai vu passer sur Twitter de tous les streamers qui sont vraiment, vraiment cool, hilarant, drôle. Fait que ça va être du très bon contenu québécois ce week-end si vous n'avez rien d'autre à faire. Et même si vous avez des choses à faire sur Twitch, sur votre téléphone, ça se plug bien un peu partout. Merci les gars. Merci à tout le monde dans le chat. Toujours le fun de parler de notre scène, de nos projets, de l'e-sport en général. Tous nos épisodes, je sais que ça a été demandé dans le chat, sont sur le YouTube d'Able Esports avec la vidéo bien entendu. Si vous voulez écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vous allez toutes les retrouver d'habitude aussitôt que le lendemain, donc demain vendredi. Si vous voulez être sur le podcast, n'hésitez pas de nous écrire. On veut vraiment essayer d'inclure tout le monde dans la scène. Si vous avez des projets, des nouvelles que vous voyez passer, envoyez-nous-les. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires sur les podcasts. Le plus de monde qui le font, le plus de monde qui vont le trouver, le plus que nos projets vont rayonner et le plus d'opportunités que ça va créer pour tout le monde. Et
N'hésitez pas d'aller interagir aussi à la question de la semaine sur les médias sociaux des Bully Sports. On veut vous entendre. On est les 4 à parler pendant 1h30, mais on veut vraiment entendre la communauté au complet sur les enjeux, sur les questions desquelles on est passionné. Donc, Jason eSport, vas-y, Lanette, avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, je voulais te remercier de carry ce podcast-là, parce que pour vrai, je l'écoute à chaque semaine. Malheureusement, puis comme tu sais, notre super fan. Comme je suis un super fan, puis ça tombe tout le temps en même temps que mes games de D&D, fait que genre je peux jamais être là ou l'écouter en live. Oui. Mais un gros good job pour ce que tu fais pour la communauté. Honnêtement, c'est le type d'initiative qui fait que le monde se parle, de un, que ça donne la chance justement autant aux nouveaux que les vieux boomers comme moi de parler, d'échanger. Ben oui. C'est vrai, t'es plus vieux que moi en plus. J'ai 35 ans, man. Ouais. Je dirais pas mon âge, faut pas que tu prennes un coup de vieux, Léonin. Ah, je sais. Moi, quand j'ai commencé à jouer à CSGO, je pense que Stickman était né. Exactement, on avait établi ça. Ok, je veux pas savoir ton âge. Mais c'est ça. Au moins j'ai vécu pas 2 CSGO, siècles. Counter-Strike. Counter-Strike, ça fait 24 ans quand même. J'ai vécu 2 siècles. Je sais pas que j'ai vécu longtemps dans le dernier siècle. Ouais. Non, j'ai pris des poils blancs. C'était au. Pas des cheveux, des poils. Ouais, ben, toutes. Quand au dernier Grand LAN, genre biologiquement, je pouvais être le père de la moitié du monde qui était là. Mais bref. Mais c'est ça. Un très gros merci. Merci pour le coup de vieux en me remerciant. Messieurs, merci, vraiment, toujours le fun, agréable. Je suis toujours fatigué avant le podcast, puis j'ai toujours plein d'énergie après, fait que pour moi, c'est vraiment cool de vous parler de ça. On se revoit jeudi prochain, mais entre-temps, comme je vous dis, plein d'actions e-sportives québécoises, même si je chiale sur le fait qu'il n'y ait pas assez de nouvelles. D'ici là, JDL all weekend, allez vous plugger et plein d'autres annonces et équipes qui jouent tout le temps. Donc, on se revoit jeudi prochain, sinon, encore plus tôt que ça. Bonne soirée!